Alors pourquoi on n'arrive pas à modifier ça? Parce qu'on y travaille, on fait beaucoup d'efforts. Enfin, c'est relatif de mon point de vue, mais on a l'impression de beaucoup s'investir dans la cause climatique. Stéphanie tout à l'heure a parlé de COP21, on fait des tas de conférences, et vous savez comme moi que aucune conférence n'a jamais donné d'effet véritablement concret et de décision qui fasse changer quoi que ce soit, malheureusement. Alors il y a deux manières d'ignorer les choses. La première, c'est de les ignorer. Bon. Et la seconde, c'est de les ignorer et de croire qu'on les sait. Et la seconde, elle est bien pire que la première. Alors on ne savait pas, mais personne n'est à blâmer de cette ignorance-là. Moi, dans l'association, on a quand même quelques lignes, une éthique, si vous voulez, et je peux en vouloir à personne de ne pas avoir su et de ne pas avoir voulu savoir. Enfin, moi, voilà, on est des êtres vivants qui avons des besoins élémentaires. Nous faisons des choix qui sont discutables ou pas, mais qui sont légitimes. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et si on ne veut pas voir, c'est pas grave, c'est comme ça. En revanche, physiquement, intellectuellement, les données, en fait, on les a depuis très longtemps, et les modèles, on les a depuis très longtemps. Et puis même intuitivement, l'humanité sait depuis très longtemps que quand on touche trop aux ressources, on les abîme, on les perd, et on ne peut pas survivre. On ne peut pas continuer sans les ressources, et sans énergie en particulier. Sadi Carnot, en 1824, a rédigé son traité de thermodynamique, qui est exactement, dans ces équations, il y a exactement le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la constatation qu'on fait maintenant, que quand on utilise de l'énergie, eh bien, elle est perdue. Voilà, c'est de la thermodynamique de base, je ne suis pas expert, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le fait est que les équations qui nous servent aujourd'hui à comprendre la fin des ressources, et la fin de l'énergie en particulier, elles existent depuis 1824. Au moins, en tout cas, elles sont validées scientifiquement depuis 1824, même si intuitivement, on savait bien ce que c'était. Jean-Baptiste Lamarck, qui est un naturaliste, et je vais vous le lire parce qu'il l'écrit très bien. Alors, ça date de 1820. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol pour des objets qui satisfont son avidité du moment, l'homme amène rapidement à la stérilité ce qu'il habite, donne lieu au tarissement des ressources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues et stériles, inhabitables et désertes. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Bien. Il n'avait pas les équations de la thermodynamique, mais il avait compris que quand on abîme l'environnement, forcément, ça n'est pas sans effet. Et puis, alors, il y a un écrivain, pas un vrai scientifique, un amateur, mais quelqu'un qui a eu une intuition, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, en 1855, il a écrit « La fin du monde par la science ». Moi, j'ai rien contre la science, mais nous vivons une société qui a été construite par le développement de la science et de la technique. Et lui, il écrivait en 1855 « La main humaine, en frappant les forêts, peut amener des révolutions dans l'état atmosphérique, des débordements, des fleuves, des inondations, des épidémies. Ces centaines de billions d'acides carboniques et d'oxydes de carbone pourront bien troubler un peu l'harmonie du monde. » Je crois qu'à l'époque, les chercheurs qui travaillaient sur le CO2 étaient assez peu nombreux. Et lui déjà soupçonnait que d'émettre une telle quantité de carbone, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pouvait être problématique. Alors voilà, le cœur de mon travail, moi, c'est de me questionner sur pourquoi on en est arrivé là, comment on a fait et comment se servir de ce que nous sommes au regard de tout ça pour essayer d'aménager, de continuer à aménager notre vie, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de fondamentalement pessimiste du tout et je n'ai pas envie de m'en tenir là, je veux continuer, évidemment, et que ça se passe le mieux possible. Par contre, je suis quelqu'un de rationnel et quand on me dit qu'il n'y a plus d'énergie et qu'il n'y a plus de ressources, eh ben, je suis obligé de me soumettre à cet état de fait. Alors, comment on a fait pour ne pas voir ça? Les systèmes isolés, on a cru, en fait, on avait des savoirs, comme je le disais, depuis le 19e siècle, on savait tout, et on a substitué ces savoirs-là avec des croyances. On a remplacé des choses sûres, vérifiables, calculables, et on a mis des croyances à la place. Par exemple, on a cru que les systèmes isolés existaient. C'est-à-dire qu'on a cru que des sociétés ou des phénomènes même, ou des biotopes pouvaient avoir une existence pérenne complètement indépendamment d'autres choses dont elles dépendent pourtant. Alors, le symptôme typique de notre investissement dans l'écologie
avec un fonctionnement paradoxal, c'est la zone naturelle protégée. C'est-à-dire que depuis 40 ans qu'on s'inquiète de la destruction de la nature, on fait des zones naturelles protégées qui sont entourées d'autoroutes. C'est-à-dire que dans notre inconscient collectif, politiquement, affectivement, avec plein de bonnes intentions, que je ne réfute pas, je suis complètement sûr qu'on l'a fait avec plein de bonnes intentions, on a protégé des endroits, mais voilà ce que ça a provoqué selon moi chez nous, c'est la possibilité de remplacer quelque chose qui nous inquiétait beaucoup, la destruction directe de l'environnement, par un imaginaire qui était plus ou moins étayé, par des zones circonscrites artificiellement, ces zones naturelles protégées. Mais le fait est qu'une forêt qui est entourée d'autoroutes, de routes ou de villes, etc., eh bien, elle finit par être polluée elle-même parce que le dioxyde de soufre ne s'arrête pas à la frontière de la ville, où l'industrie, ces vapeurs, ou les pluies acides, etc. Les pluies acides, elles ont détruit les forêts américaines. Pourtant, certaines étaient protégées, elles sont détruites quand même. C'est-à-dire que nous avons vraiment fonctionné en système isolé, en pensant que les choses pouvaient être fixes, permanentes et indépendantes les unes des autres. C'est devenu même le fonctionnement normal de notre esprit, de notre réflexion sur l'environnement. Un autre exemple, dans le bilan carbone, les bilans carbone, c'est ce qu'on vous vend à tour de bras maintenant, que ce soit à l'échelle du foyer ou à l'échelle de l'industrie, on vend des bilans carbone. Simplement, un bilan carbone d'un foyer, c'est très facile d'en faire quelque chose de positif, parce qu'on vous fait enlever tel objet de votre environnement, on vous fait changer les murs, on cloisonne, on met des panneaux solaires, on isole mieux les murs, etc. Simplement, si ce bilan carbone ne tient pas compte de toute l'histoire de la société dont vous dépendez, il est biaisé. C'est-à-dire que si vous êtes un citoyen qui a les moyens déjà, ce qui n'est pas évident, d'investir dans son appartement ou dans sa maison pour qu'elle soit plus performante en énergie, c'est que vous êtes un citoyen qui vit dans une société qui a déjà détruit l'environnement et qui en est arrivé à se poser la question de savoir comment le protéger. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop tard. Et ça, c'est le symptôme d'une pensée isolée, une pensée en système isolé. Et c'est ce qui est protocolairement vendu dans un bilan carbone. C'est-à-dire qu'on vous fait réfléchir sur votre action locale. Je n'ai pas de critique à émettre là-dessus. Simplement, moi, j'essaye de faire correspondre ce qui se fait et le fait que le CO2 continue à augmenter dans l'atmosphère. C'est-à-dire que certaines parties de la population font des efforts, le résultat n'est pas du tout efficace. Pourquoi ? Probablement parce que dans les calculs que nous faisons, nous les limitons, nous les délimitons, et qu'ils ne tiennent pas compte de toute l'histoire qui a mené à la raison de faire ces calculs-là. Pareil pour une industrie, c'est flagrant pour les industriels européens. Vous faites faire un bilan carbone à une société, une très grosse société, peu importe. Elle va avoir des réactions, on va dire, positives, elle va ajouter des filtres à ses cheminées, elle va changer les machines, elle va s'alimenter avec de l'énergie renouvelable, etc. Le problème, c'est que tout ça, ça a un coût, et que ce qui est constaté dans les faits, et pour discuter avec des ingénieurs qui ont été expatriés, je peux le vérifier de façon assez tangible, c'est-à-dire que ce qui a été gagné sur le continent européen a été tout simplement physiquement déplacé ailleurs. C'est-à-dire que le coût d'une optimisation du fonctionnement d'une entreprise, il faut qu'il soit compensé par ailleurs et il est délocalisé. Le bilan carbone de la société, lui, il ne tient pas compte de toute la chaîne des fournisseurs de l'entreprise qui sont potentiellement en Chine ou ailleurs. Donc nous pensons en système isolé. Et nous pensons très sincèrement que les ressources sont illimitées. Ça a même fait des modèles économiques. C'est-à-dire que les ressources illimitées, dans les modèles néoclassiques et économiques dits orthodoxes, qui sont ceux qui dominent encore aujourd'hui, les ressources, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire qu'on fait des calculs de valeur monétaire, d'investissement des entreprises. C'est un facteur dont il n'est pas tenu compte. C'est-à-dire que nous avons à la fois construit des modèles sur le fait, la croyance que les ressources étaient illimitées, et nous avons quasiment institutionnalisé. C'est-à-dire qu'en France en particulier, ces modèles-là sont encore enseignés. Bon. Pour être tout à fait sincère, je constate qu'ils sont enseignés, mais j'ai partagé cette croyance-là. Moi, quand je fais le plein de ma voiture, jusqu'à il y a quelques années, quand j'ai fait le plein de ma voiture très naturellement, je ne me suis jamais dit spontanément « tiens, je suis en train de vider un réservoir et de vider quelque chose sur Terre ». Pourtant, concrètement, c'est ce que je fais.
C'est-à-dire que je suis en train de vider une ressource de pétrole quelque part sur Terre, je la mets dans ma voiture, je la brûle et ça fait du mouvement. On a vu que l'énergie, c'est du mouvement, d'accord. Moi, je me déplace, mais psychologiquement, je ne me suis jamais dit, tiens, je vide un réservoir. Je me suis toujours dit, je remplis le mien. Donc, cette théorie de l'écologie écologique de l'esprit, elle essaye d'expliquer comment on remplace des vérités tangibles, qu'on connaît intuitivement, c'est-à-dire que quand on remplit quelque chose, on vide quelque chose ailleurs, et on le remplace par soit une ignorance, soit une croyance. Bon. Autre croyance assez impressionnante et qui impacte toutes nos décisions, y compris les choix qui sont faits dans l'investissement écologique, cette croyance-là, c'est qu'on puisse réparer les dégâts infligés à l'environnement. Alors, ça, je vais prendre un exemple qui parlera à tous. Vous faites un gâteau. Vous avez de la farine, des œufs, de l'huile, vous avez tout ce qu'il faut, du sucre dans vos placards. Donc vous prenez ce qu'il y a dans vos placards. Alors le premier truc, c'est que si vous avez fait de la fête toute la semaine et déjà plein de gâteaux, vous avez moins de ressources. Donc ça, c'est notre problème, on a moins de ressources maintenant. Mais le truc, c'est que quand vous faites votre gâteau, donc on va dire l'activité humaine, la destruction de l'environnement, la comparaison c'est celle-ci, vous faites votre gâteau, et puis vous le ratez. Bon, ça arrive, vous le brûlez trop. Alors déjà, vous avez consommé de l'énergie pour animer toutes les molécules, les marier, faire la pâte et la cuire, la faire gonfler, donc mettre en mouvement tout ça. Le problème, c'est que si vous ratez votre gâteau, vous ne pouvez absolument pas récupérer les ingrédients. Alors, c'est un exemple, c'est une analogie, mais vous prenez ce que vous avez fait dans votre cuisine, c'est un principe physique qui fait partie de ce qu'énonçait Sadi Carnot dans ses principes de thermodynamique en 1824. Le principe de non-réversibilité, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je fais un gâteau, je le rate, je ne peux pas récupérer les ingrédients. Je casse un verre, je ne peux pas recoller les... Je ne peux pas, sauf... C'est très intéressant ça. Je casse un verre, je ne peux pas faire un autre verre avec le verre que j'ai cassé, sauf en utilisant de nouveau de l'énergie. D'accord ? Alors ça, c'est quelque chose qui biaise considérablement notre réflexion dans le recyclage. C'est-à-dire que le recyclage, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, c'est un nouveau cycle industriel qui reconsomme de l'énergie. Parce que, principe de non-réversibilité, on ne peut pas revenir en arrière. Pour essayer de se faire croire qu'on revient en arrière, on est obligé de reconsommer de l'énergie, donc on continue à vider le réservoir. Alors je vais rester un petit moment sur ces tableaux-là, je sais, est-ce que vous les voyez bien? Je vous parlais tout à l'heure de la chaîne de dépendance des énergies renouvelables et du taux de retour énergétique. Donc ici, on a la totalité de l'énergie qui est utilisée par l'humanité. On est ici à peu près, on est donc sur le plateau dont je parlais tout à l'heure. Et on voit que le charbon, le pétrole, le gaz, tout ça, forcément, ça va décliner. La question est de savoir dans quelle mesure on va pouvoir utiliser d'autres ressources énergétiques. C'est une vraie question. Et on investit considérablement là-dedans, ce qu'on appelle la transition énergétique. L'Allemagne l'a fait en grande partie. Et elle est souhaitable. Moi, j'ai très envie que nos sociétés puissent continuer à maintenir leur activité avec des ressources plus respectueuses de l'environnement, etc. Le problème, c'est le taux de retour énergétique. C'est-à-dire que pour fabriquer une éolienne, il faut une autre énergie que celle que produit l'éolienne. D'accord ? Je simplifie, mais à peine. C'est-à-dire que le taux de retour énergétique qu'on a vu tout à l'heure, il est trop faible pour utiliser la propre ressource énergétique, la propre énergie qu'elle produit pour se fabriquer elle-même et pour s'entretenir aussi. D'accord ? En fait, c'est une question d'infrastructure. La vie, depuis 500 millions d'années, elle a eu des cycles, et puis la géologie, alors je fais court là, mais le pétrole, le charbon et le gaz qui sont enfouis sous terre, c'est de la vie qui a fait ces cycles et qui s'est accumulé sur Terre et que la géologie a enfoui et transformé en pétrole, en gaz, en charbon. Je ne vous apprends rien. Donc quand on est arrivé là, nous, il y a quelques dizaines de milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, toutes ces ressources-là, qu'on utilise désormais depuis le XXe siècle, elles étaient déjà là. On n'a pas eu à les faire. Donc l'infrastructure qui s'est occupée de construire, de stocker toute cette énergie, elle était déjà là. On n'a pas eu à faire cette infrastructure. D'ailleurs, le pétrole est, pour l'anecdote, une source d'énergie beaucoup plus concentrée que le TNT. C'est vraiment très très performant le pétrole. Ça libère l'énergie plus lentement que le TNT, mais il y a plus d'énergie contenue dans un litre de pétrole que dans un litre ou un kilo de TNT. Bref. Donc les ENR, le problème c'est qu'il faut fabriquer l'infrastructure. D'accord ? Et il faut l'entretenir. C'est un peu comme si on fabriquait de la vie, quoi, pour avoir de l'énergie au final. Donc, cette courbe-là, eh ben, elle ne dit pas que
les ENR vont augmenter en compensation de la fin des ressources, des ressources grises, quoi. Elle dit que peut-être il y en aura des ENR, moi je ne suis pas contre, au contraire, ça me va bien. J'ai rien contre a priori. Je suis contre le principe de penser, contre la thermodynamique et la physique, que ça puisse éventuellement se substituer au pétrole et au charbon. Donc on ne pourra pas remplacer, voilà, les ENR ne réduisent pas les émissions de CO2 et ne survivront pas au pétrole. Parce qu'évidemment, alors l'autre question c'est de savoir si les énergies renouvelables compensent ou réduisent les émissions de CO2, mais on a vu que non, parce que si on ne pense plus en système isolé, comme on a vu tout à l'heure, si on ne fait plus un bilan carbone juste sur ce qu'on a envie de voir, mais qu'on fait le bilan carbone sur toutes les sociétés et leur histoire qui est cumulative en termes d'émissions de CO2, eh bien les ENR ne réduisent pas les émissions de CO2 au global. Et on voit bien, alors ça c'est la courbe d'émissions de CO2, alors elle n'est pas prolongée ici, mais les mesures chaque année, chaque mois montrent bien que quoi qu'on fasse, quoi qu'on investisse dans les ENR, de toute façon le taux de CO2 global il augmente. Les émissions sont strictement cumulatives, c'est ce que je disais là. Alors ici vous avez la courbe de Huber des émissions de CO2. Alors ici on est là à peu près. Évidemment cette courbe-là va se réduire parce que nous n'avons plus rien à... Enfin, nous commençons à avoir moins de choses à brûler. Et psychologiquement, nous investissons cette courbe de façon très particulière, et c'est assez flagrant dans le discours écologique. C'est-à-dire que ça baisse, d'accord? Mais ici, on émet quand même. On émet quand même du CO2 ici. On en émet moins, mais on émet quand même du CO2. Et l'effet sur cette courbe-là, c'est pas du tout que ça la fait baisser. On émet moins de CO2 en 2050 qu'en 2015, c'est une certitude, mais cette courbe-là, ça ne la fait pas baisser, elle continue à augmenter. D'accord? Je vois quelqu'un de surpris, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à comprendre. D'accord? Et qui est vendu, encore une fois, j'en veux à personne, c'est juste que c'est le discours écologique qui fait penser qu'en réduisant nos émissions de CO2, on réduit l'accumulation, ce qui n'est pas du tout possible, c'est pas logique. Donc là, même en 2100, si on émet très très peu de CO2, eh ben, effectivement, la courbe sera moins raide là, d'accord? Mais ce sera toujours une addition. Alors, le CO2 ne reste pas ad vitam aeternam dans l'atmosphère. La vie, alors, il ne reste pas tout le temps, il ne reste pas ad vitam aeternam dans l'atmosphère, en particulier parce qu'il y a des cycles biosphériques qui peuvent l'assimiler. On a vu malheureusement tout à l'heure que ces cycles biosphériques étaient déjà impactés, je parle des forêts et de la vie. Donc oui, le CO2 ne va pas rester à l'infini dans l'atmosphère, simplement c'est sur des échelles de temps. Alors d'une part c'est sur des échelles de temps qui ne nous concernent pas du tout, et les moyens même de récupérer ce CO2 dans l'atmosphère sont déjà impactés. Voilà, donc j'ai dit les 3 points que je voulais énoncer ici. Mais c'est voilà, ce modèle-là, cette compréhension-là que j'ai de l'investissement de l'humain dans son écologie, pour moi, elle est supportée par des biais cognitifs fondamentaux. Donc, je vais y revenir. On pense en système isolé, on pense que les ressources sont illimitées, ça commence à progresser, et on pense qu'on peut réparer les dégâts. C'est 3 choses qui sont complètement absurdes, en fait. Et on y croit, ce sont des croyances authentiques et sincères. Alors, comment on a fait pour gérer ces croyances-là qui, quand on les regarde de près, paraissent vraiment si absurdes? Je propose un concept pour essayer de comprendre comment ça s'est articulé depuis qu'on s'inquiète de l'environnement. C'est la loi de la dichotomie à l'axe. Alors, c'est un nom un peu pompeux, mais il dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un axe évolutif qui est la continuité de l'évolution de la vie. Voilà. La vie a progressé dans la complexification de son système. Voilà, elle a envahi la Terre, elle a plutôt fertilisé toute la Terre, elle s'est auto-entretenue, elle a réussi à s'auto-entretenir, c'est un axe évolutif, elle a suivi la reproduction, elle s'est toujours reproduite. Nous, on a un axe évolutif aussi, c'est de nous reproduire et de nous développer pour notre intérêt, c'est notre axe évolutif. Il n'y a pas d'avis à avoir là-dessus, c'est pas moral, c'est pas immoral, c'est comme ça, c'est l'évolution. Donc cet axe-là, par contre, il nous pose problème, c'est-à-dire que nous, notre évolution, c'est pomper dans les ressources, c'est consommer de l'énergie et au bout d'un moment, ne plus en avoir. Et ça, on le sait intuitivement. En fait, notre corps, c'est un corps biologique et on a déjà la mort dans nos cellules. On sait ce que c'est. Notre cerveau a déjà été confronté au décès, au deuil, etc. On sait ce que c'est la fin de quelque chose. Mais on ne peut pas le voir. C'est pas acceptable de le voir. Donc il faut qu'on s'organise entre nous
pour que cette information-là, on la voit le moins possible et qu'on puisse continuer à faire des choix qui entretiennent notre développement, notre axe évolutif. Donc on a, pour moi, traité collectivement l'information de façon parcellaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les systèmes isolés, et clivé. Clivé, c'est-à-dire, et dans le rejet, c'est-à-dire qu'on a coupé les informations qui ne nous intéressaient pas et on les a rejetées sur quelqu'un d'autre. Quelques exemples. Alors, il a été de bon ton ces dernières semaines d'accuser COP21 d'être sponsorisé par des industriels très pollueurs. Bah oui, c'est vrai. Je suis sûr que COP21 est sponsorisé par des industriels pollueurs. Le problème, c'est que ces industriels ne sont pas des systèmes isolés. Ces industriels, c'est nous. Cette soirée-là, elle est faite avec un ordinateur et une télécommande qui sont fabriqués par des industriels pollueurs qui financent potentiellement COP21. Enfin, je veux dire, c'est mon activité à moi, c'est mon métier, c'est mon salaire. Enfin, voilà. Donc, en accusant COP21 d'être financé par des, on va dire même des lobbies, pourquoi pas, on se décharge. C'est bon. C'est des très méchants qui financent l'écologie, donc finalement on ne va pas y arriver, donc moi j'ai rien à faire, donc je peux continuer. Je me décharge de ma propre responsabilité individuelle, donc je suis mon axe évolutif en toute impunité. Psychologiquement, collectivement, c'est comme ça qu'on a investi la gestion de crise finalement. En gros, on a essayé de se défausser systématiquement. La finance, ça pourrait être aussi la raison de tous nos problèmes. Ça, c'est très à la mode depuis 2008. La finance est la responsable de tout. Hein? D'accord. N'empêche que les emprunts qu'on fait, à titre privé, pour acheter une voiture ou une maison, les services publics que l'État finance, ou les assurances qui nous permettent d'acheter des maisons, encore une fois, ou qui nous permettent de ne pas trop payer quand on a un accident de voiture, tout ce qui nous fait, nous, dans notre vie quotidienne, c'est la finance. C'est-à-dire que, par exemple, les services publics en France, les fonctionnaires, il n'y a pas d'argent pour les payer à la fin du mois. La France n'a pas l'argent pour payer les fonctionnaires à la fin du mois. Elle emprunte sur les marchés. D'accord ? Donc, la France emprunte sur les marchés pour faire tourner quelque chose de tout à fait louable et respectable, ma société, notre société. Mais si les marchés sont plus performants, c'est ma société qui ne tient plus. Et c'est en plus les services publics. Quelque chose de tout à fait respectable, évidemment. Donc, on ne peut pas se permettre de dire c'est la finance et en même temps, nous, avoir des crédits en disant mais moi j'ai le droit d'avoir un crédit, mais j'accepte pas que la finance soit dérégulée. Parce que si je peux me permettre d'avoir un crédit à faible taux, c'est parce que la finance a pu déréguler considérablement. Alors, moi et quantité d'autres gens, c'est-à-dire que nos sociétés sont construites sur du crédit qui n'a pu se mettre en place que parce que la finance était performante. Bref, je fais court. La question aussi, c'est de savoir dans quelle mesure on n'a pas réussi à se défausser systématiquement sur le plan politique. Vous avez remarqué que nos sociétés occidentales ont évolué vers le progrès constant. Voilà, c'est la croissance, paradigme de la croissance. Que nous ayons des gouvernements de gauche ou de droite, peu importe. Pour moi, la question, c'est de savoir, alors c'est une question qu'il faudra travailler, je ne suis pas assertif en disant ça, mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure nos sociétés ne se sont pas construites autour, effectivement, de l'extraction optimisée des ressources, de l'exploitation de l'énergie, en faisant en sorte que on ne voit pas ça au bénéfice d'une défausse permanente et systématique de la responsabilité de la destruction de l'environnement. Alors, ça vous paraît éloigné par rapport au discours politique qu'on entend dans les médias, mais il faut avoir une lecture un peu en retrait et essayer de comprendre comment, mais vous allez très vite le saisir, comment ce système-là peut être éventuellement une forme de système à défausse, à décharge de responsabilité, organisé pour que personne ne soit responsable de la décision ultime qui est de faire tourner l'industrie et d'aller faire des guerres, par exemple, ou d'aller des guerres qui sont toujours reliées à l'extraction des ressources, vous le devinez bien. Donc la question que je pose moi dans les modèles, et on pourra les consulter plus avant lors d'une autre conférence, c'est de savoir comment, justement, nous n'avons pas organisé un système de décharge de responsabilité pour que tout le monde puisse toujours continuer son axe évolutif et avancer vers le progrès, jusqu'à un écueil aujourd'hui, qui est, on est arrivé au bout, quoi. Et on a l'impression de jamais avoir fait de faute. Et c'est vrai. Parce que la faute a toujours été rejetée sur quelqu'un d'autre. Alors je fais court là-dessus ce soir, parce que c'est plus long que ça à développer, mais je serais ravi d'en parler plus longtemps lors d'une autre conférence.